communautaire autonome dans l'Anaudière. On est vraiment super content de vous accueillir, de vous recevoir. Le petit ciment, il va se calmer, inquiétez-vous pas, c'est déjà tout en travail. On est vraiment content de vous recevoir en si grand nombre après autant d'années à ne pas avoir vécu ce genre de processus collectif-là. On a même été inquiets par l'entrée des inscriptions. Tu sais, notre quorum, c'est 30 organismes. Puis on l'a atteint la semaine passée, puis on se disait, qu'est-ce qui se passe dans la région de l'Anaudière? Bien, finalement, il se passe que c'était la vraie vie. C'est-à-dire que dans les 3 dernières journées, tout est rentré. Fait qu'on a fait, finalement, l'Anaudière et l'Anaudière, tout va bien. Donc, bienvenue au sommet de l'Action communautaire autonome, un terme nouveau qu'on n'avait pas tant utilisé, mais avec l'équipe de travail, on se disait que les dernières années, on les avait un peu vécues comme ça. Hein? Monte, descend, fin des mesures sanitaires, on recommence les mesures sanitaires. Il me semble qu'on se disait que c'était beaucoup ça. Puis on se disait aussi l'action communautaire autonome, c'est beaucoup ça. Hein? C'est on gagne, on recommence du gros travail, on gagne un petit peu, les besoins grandissent. On trouvait que l'image d'un périple était pas mal à l'image de ce qu'on est. Aujourd'hui, on ne se le cachera pas, c'est quand même un moment important de la vie associative et démocratique de la Troquelle. Il y a eu 3 grandes étapes dans la vie de la Troquelle. J'en ai parlé beaucoup dans je dirais, les 2 derniers mois, mais j'aime les rappeler parce qu'on a une histoire collective riche. En 1999, contre vents et marées, les membres de la Troquelle refusaient une proposition du conseil d'administration de la Troquelle et décidaient qu'on allait rester un regroupement pour l'ensemble des organismes communautaires autonomes de tous les secteurs, alors que le CA recommandait que la Troquelle soit juste pour santé et services sociaux. Et à ce moment-là, on faisait cavalier seul, même au niveau du Québec, avec cette décision-là. Mais ça, c'est la Troquelle. En 2009, c'est un autre grand moment, 10 ans plus tard, où on a décidé de revoir la gouvernance de la Troquelle. Et là, il y a des gens qui seront peut-être nostalgiques de l'ancien conseil d'administration à 23 personnes dans la petite salle Alaska au centre d'action bénévole, pour ceux qui se souviennent de ces moments. En 2009, on a changé notre mode de gouvernance. Au lieu d'avoir des gens qui représentaient des territoires et des secteurs, on faisait le pari, comme mouvement communautaire, qu'on allait élire 13 personnes qui allaient avoir envie de développer ce mouvement communautaire autonome-là, de représenter l'ensemble des organismes. Ensuite, je dirais, l'autre étape importante, c'est en 2014, quand on a adopté la nouvelle vision de la Troquelle, où les membres ont demandé à ce que la Troquelle devienne l'interlocutrice, pas juste du CIS, mais des partenaires régionaux, des partenaires municipaux. Et ça, encore là, c'était une nouveauté à laquelle on avait des croûtes à manger. Fait que, je dirais que le sommet de l'ACA aujourd'hui est dans cette continuité-là de grands moments où on décide de notre avenir ensemble. Vous vous rappelez que ce sommet-là, c'est 1 an de travaux qui ont commencé en novembre 2021 avec le rendez-vous des organismes communautaires autonomes en culturel. À ce moment-là, Maya et moi, on était dans les montagnes, dans le Zoom. Et là, on est en 3D, on est sorti de notre écran. Et ça, c'est important parce que ça a été le début de cette grande démarche. Ensuite, après le rendez-vous, il y a eu la période de consultation d'avril à septembre. On a reçu les commentaires des membres sur plein de questions qu'on vous posait justement, entre autres avec l'avenir de la Troquelle. Il y avait aussi le fait qu'on avait déjà fait un travail dans le rendez-vous. Puis ceux qui se souviennent, le 12 mars 2020, on était une trentaine de personnes à Joliette et la pandémie nous tombait dessus. Le lendemain, les écoles fermaient, puis vraiment. Et nous, on venait de finir une tournée des MRC où on avait rencontré plus de 100 organismes pour parler de l'avenir de la Troquelle. Je vous avoue que tout ça a un peu été mis sur la glace avec la pandémie. Puis quand on a relu les constats, c'est fou comment, en l'espace de mars 2020 à novembre 2022, comment les choses ont changé, évolué, se sont transformées. C'est le résultat de tout ça qui nous a amenés au sommet aujourd'hui. On avait aussi au départ une vision
qu'on allait beaucoup parler du financement des organismes communautaires, des enjeux, de la nouvelle vision. Puis finalement, il y a plein d'éléments de contexte qui nous ont fait moduler notre sommet pour la forme qu'il y a aujourd'hui. Entre autres, il y a comme 3 grandes choses qui se sont passées en 2022 qu'on va, d'après moi, se parler quelques fois. En mars 2022, pour la première fois de l'histoire du mouvement d'action communautaire, on avait un chapitre qui parlait de nous dans le budget du Québec. C'est du jamais vu, c'était jamais arrivé. Et dans le budget du Québec, on parlait de financement à la mission pour la première fois de notre histoire. Et ensuite de ça, en mai 2022, le gouvernement a lancé le plan d'action gouvernementale en action communautaire, chose qu'on réclamait depuis 14 ans. Et là, récemment, au nouveau Conseil des ministres, on a pour la première fois de l'histoire une ministre de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Il y a quelque chose qui se passe en 2022 pour notre mouvement. Puis ça, on n'avait comme pas le choix de venir teinter tout notre sommet de ces éléments-là. Et surtout, attends, j'ai un nouveau micro cravate, c'est super le fun. Ça fait différent, j'ai pas de micro à tenir. Donc on voit qu'il y a une vision du gouvernement qui évolue. J'avais marqué une vision évolutive sur ma feuille, je l'ai barrée, je dis quel mot je vais utiliser, mais quand même, il y a une vision gouvernementale qui évolue face à l'action communautaire et l'action communautaire autonome, mais surtout notre mouvement doit se faire entendre et respecter encore davantage l'action communautaire autonome. C'est pas parce qu'on a un PAGAC, c'est pas parce qu'on a une ministre maintenant de l'action communautaire que l'ACA est protégée. Hein? On est les premiers défenseurs, on va continuer à la porter, à démontrer sa raison d'être, à se faire entendre, à se faire respecter, à se faire reconnaître. Donc c'est important de ne pas baisser la garde malgré plusieurs éléments déclencheurs, comme dit Hugo, qui sont venus influencer la dernière année. À la Croquelle, si on revient un peu vers nous, dans la Nodière, vous l'avez vu dans les dernières années, je pense qu'on a été assez hyperactifs au niveau, on le voit, hein, l'image de l'ACA qu'on a développé beaucoup, qu'on a voulu renforcer dans la région. Ça, c'est un travail des 10, 12, 15 dernières années avec la première démarche qu'on avait eue. La démarche identitaire hein, qu'on avait fait. Donc, ça a culminé avec cette image-là que vous pouvez voir aujourd'hui. Puis, on a, depuis plusieurs années, on se questionne aussi un élément qui revient souvent de votre part, de la part des membres, de comment on peut se rapprocher davantage des municipalités. Quel rôle la Croquelle peut jouer au niveau parfois local aussi, d'être conscient de ce qui se passe, de se rapprocher des municipalités. C'est une volonté qui est inscrite dans la vision 2014-2019, que les membres ont réitéré dans la plateforme sociale aussi qu'on avait mis en place. C'est souvent un élément qui revient. Hein, quand on fait notre plan OSA, on n'est pas allé assez loin selon ce que les membres nous apportaient. Et là, rapidement est arrivé le PAGAC. On regardait tout ça. Puis là, tantôt, on va vous expliquer d'où est venue l'idée qu'on va mettre sur la table aujourd'hui de la CDC-Troc. Mais on a porté une vision sur ce regard-là en lien avec ce que les membres nous parlaient aussi. Donc, on a été courageux de mettre ça sur la table. Ça va être un des éléments du sommet aujourd'hui. Donc, c'est surtout de se mettre en ouverture, en discussion, puis de voir avec les besoins, vos besoins, comment la Croquelle peut les réaliser à travers différentes structures. J'étais super excité de démarrer le sommet. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, qui se disent « Mais qui sont ces personnes qui parlent en avant? » On s'est vraiment lancé. On prend pour acquis que vous nous connaissez. Oui, c'est ça. Je me présente, je suis Hugo Valiquette, je suis directeur de la Troquelle. Oui, Maya Fernet, coordonnatrice aux enjeux sociaux à la Troquelle. Et on est accompagné de l'équipe de la Troquelle avec Denise Desrochers, qui est notre adjointe administrative et d'équipe depuis 26 ans. Wow. Les gens dans les organismes, de souligner puis donner cette année, je le fais à chacune des fois que je la présente, mais pour moi, c'est tellement extraordinaire que je peux pas passer ça sous silence. On a aussi Lisiane, qui est notre responsable des communications. Vous allez la voir se promener aujourd'hui, prendre des photos. Et on a Jérémy, qui est notre développeur de l'action communautaire autonome, qui travaille avec nous au niveau technique.
Et évidemment, on a des invités qu'on va vous présenter tantôt. Dans le cahier du participant que vous avez pris, participant-participante, vous avez le déroulement de la journée. On est un petit peu en retard face à la grande file d'attente qu'il y avait à l'accueil. Mais inquiétez-vous pas, d'après lequel on s'est habitué à toujours revoir notre horaire. Mais vous avez une bonne idée de comment la journée va se passer. Le sommet, c'est aussi une assemblée générale extraordinaire pour qu'on puisse, à la fin de la journée, procéder à des adoptions. Donc, pour le côté un peu formel de la chose, on va vous présenter, en fait, on ouvrirait l'assemblée générale extraordinaire et on ferait une proposition de présidence et de secrétaire d'assemblée. En fait, pour le secrétariat, on vous présente Denise qui me disait qu'elle est bien ouverte si quelqu'un veut prendre sa place. Vraiment, si vous avez envie, il y a Denise qui est prête. Et pour la présidence, on aurait aujourd'hui une coprésidence. Je vous explique, il y a comme deux moments forts de la journée. L'ouverture qu'on va vivre là. Je vous propose que pour l'ouverture, ce soit la vice-présidente de la Troquelle, Mélissa Marcille. Et l'après-midi, quand on va être dans le bout des adoptions, on a André Saint-Georges, qui est la directrice de Culture Lanaudière. On souhaitait avoir quelqu'un pour la partie des adoptions neutre qui pouvait gérer le trafic et tout. Donc, on se disait en coprésidence comme ça, ben, ça pouvait permettre, dans le fond, de vivre notre journée. Fait que si vous êtes à l'aise, on prendrait une proposition pour la coprésidence de Mélissa Marcille et André Saint-Georges et Denise Alact au secrétariat. Je vois Nathalie de la TCRA PHL, puis je vois Lisette Dormois du Verseau d'Or. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Parfait, donc je vais céder le micro à Mélissa pour le petit bout formel. Bon matin à tous, ça va bien? Oui! Good! Donnez-moi une petite chance, c'est ma première fois. Il y a beaucoup de monde maintenant. Non, les filles, merci, Hugo. Donc, on est arrivé au point 3, constatation du quorum. Donc, je constate le quorum qui est de 30 membres et on est 95 membres actuellement. Félicitations à tous d'être présents aujourd'hui. C'est une belle journée de démocratie, parce que je trouve ça le fun qu'il y ait beaucoup de groupes qui soient présents. Donc, point 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 5, nomination des 2 scrutateurs scrutatrices. Point 6, ouverture d'un comité plénier, séance de travail. Point 7, fermeture du comité plénier. Point 8, adoption des propositions du sommet de la CAQ. Point 9, les suites du sommet de la CAQ à la Naudière. Et point 10, levée de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur et un appuyeur pour la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. J'ai Julie et j'ai... Oh mon Dieu! Sylvie. C'est Sylvie. C'est Julie ou Sylvie? Donc, point 6, on est pareil. Est-ce qu'il y a 2 personnes qui seraient disponibles pour être scrutateurs et scrutatrices cet après-midi? Idéalement, pas des personnes qui sont des délégués officiels, des personnes qui sont venues en équipe, 2 personnes qui auraient envie que si on a des décomptes de vote à faire ou si Denise a besoin d'aide à compter les mains levées. On a Alexandre du réseau, puis on a quelqu'un dans le fond là-bas, mais malheureusement, je ne connais pas votre nom. Véronique. Quel organisme? Merci, c'est de Camille Brandon. Point 6, on ne lâche pas. Ouverture du comité plénier. Donc, ça va me prendre une proposition, un proposeur et un appuyeur pour mettre une pause sur l'Assemblée générale extraordinaire pour nous permettre par la suite d'aller en comité de travail. J'ai Caroline et j'ai la dame dans le fond là-bas, Delphine. Merci beaucoup. Je remets le micro. Ben oui. Pour ceux qui disent, j'ai jamais entendu ça, comité plénier, qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, on était en mode assemblée générale extraordinaire avec Mélissa, vous avez vu comment c'était formel, les propositions et tout. D'ouvrir un comité plénier, c'est juste de dire, on suspend les règles de fonctionnement de l'assemblée générale extraordinaire. On va vivre des ateliers, des conférences, plein d'affaires. Puis à la fin de la journée, on va fermer le comité plénier et là, on va revenir en mode formel d'assemblée générale. Donc, c'est juste pour suspendre temporairement, pour pas que toute la journée, on soit obligé de dire, Madame la vice-présidente, je
propose, j'appuie, j'amende, je vous amende. On voulait ça plus simple dans la journée. Puis avoir des non-verbaux, je pense que c'était une bonne idée. Donc, évidemment, qui dit sommet, on le sait, hein, on en parle quand même depuis quelques mois. Vous avez hâte de débattre, de discuter, d'aller en atelier, mais vous connaissez la gang de la Troquelle. On trouvait que après ces 3 ans de pandémie, après que les gens nous disent on sent isolé, Hugo. Tu sais, tu as beau nous dire qu'on est un mouvement d'accueil, puis des fois même dans l'équipe, vous nous disiez je ne connais plus le monde autour de moi, ça a tellement bougé, ça a changé, on ne s'est pas vu beaucoup. Donc on s'est dit on va se donner le temps d'arriver, on va se donner le temps de redevenir ensemble un mouvement cette journée dans la salle ici. Et pour ce faire, on avait envie, on a utilisé 2 mots-clés. Nostalgie et nouveauté. C'est rare que ça va ensemble. Mais nostalgie parce qu'on détient une riche histoire, notre mouvement de l'action communautaire autonome. Il y en a qui ont vécu les luttes, qui ont vécu les changements, les transformations et tout. Et nouveauté, il y a plein de nouveaux mondes dans notre mouvement communautaire autonome qui n'ont pas tant souvent entendu parler de toute cette histoire-là. Puis, quand est venu le temps de bâtir le sommet, j'ai eu une personne en tête dès le départ. Que je me suis dit, cette personne-là a été dans plein d'endroits où elle a vu ce mouvement-là. Puis, on avait aussi envie que vous entendiez d'autres voix que celles de Maya et moi dans la journée. Et pourquoi j'ai pensé, et vous voyez son nom, à Evelyne, c'est que Evelyne a déjà été la coordonnatrice du MAC Bas-Saint-Laurent, c'est-à-dire l'équivalent de la TROC au Bas-Saint-Laurent. Evelyne, elle a connu des travaux au ministère de la Santé et des Services sociaux pour renforcer le mouvement d'accueil. Evelyne a connu notre formidable CAC, le comité aviseur de l'action communautaire autonome. La pause est importante. Parce que c'était pas beau, hein, quand on y pense. Et Evelyne, en ce moment, travaille à la Coalition des Trocs, qui est dans le fond le regroupement national de la Coalition des Trocs, et fait inusité. C'est rare que l'équipe de la CITROC se déplace dans les régions, mais on a la chance d'avoir Evelyne qui est venue accompagnée de Vincent qui est agent de communication. Donc on a vraiment la CITROC présente avec nous, et on a même Muriel qui provient de la TROC Chaudière-Appalaches qui est juste là, qui est venu vivre le sommet avec nous. Donc on vit ça en gang finalement le sommet. Donc on a demandé à Evelyne, puis j'ai vraiment donné carte blanche en disant ce que je vous ai dit. On a une histoire riche, on aimerait ça que tu le présentes de ta façon, de tes couleurs. Moi, je l'entends souvent parler dans les comités de la CITROC. Je vois Evelyne raconter l'histoire du mouvement, puis ça me fait triper à chaque fois. Donc, désolé, je ne veux pas mettre de pression. Mais je céderai la parole à Evelyne pour officiellement lancer le sommet de la CAQ. C'est vrai qu'il y a du monde. Ben, je suis vraiment contente d'être ici. J'espère que je ne serai pas trop nostalgique en vous parlant de l'histoire. En fait, quand la belle gang de la Troquelle m'a fait l'honneur de me demander de venir vous parler de l'histoire du PESOC, et évidemment, ça touche l'ACA aussi. Je me suis dit, OK, comment on parle d'un programme gouvernemental, tu sais, c'est pas tant sexy, hein, c'est pas le sujet le plus sexy au monde. Mais j'ai plongé dans votre thème de la journée, une montagne, un sommet, le drapeau de l'ACA au haut du sommet, puis je me suis dit, waouh! C'est pas mal inspirant, et ça m'a inspiré, en tout cas j'espère. Mais c'est sûr que les histoires que je vais raconter, je n'irai pas dans l'intimité de tout ce qu'on a vécu avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais je pourrais vous dire qu'en passant, à un moment donné, lors d'une rencontre, hey, là j'improvise, moi, Evelyne Langlois, lors d'une rencontre de travail au ministère, quand on négociait les premières balises nationales,
Le ministre de l'époque, le ministre Rochon, était venu cogner à la porte et il était venu nous saluer et nous donner la main et nous féliciter pour notre bon travail, toute l'équipe. Fait qu'il y a des moments comme ça qu'on a vécu qui sont vraiment très... des souvenirs impérissables. Et là, je deviens nostalgique. Donc, je vais retourner dans mon texte. Fait que là, c'est ça, comme je disais, j'ai plongé dans le thème de la journée, sommet de l'ACA. Puis, je me suis dit, bien, c'est ça, hein? La montagne, c'est une allégorie qui sert à plusieurs choses. Elle peut servir justement, comme dans nos vies personnelles, quand on a des défis à relever. Notre évolution aussi en tant qu'être humain. Et ça peut aussi servir à décrire les hauts et les bas de notre PESOC national. Et c'est comme ça que je l'ai abordé. Puis là, en parlant de haut et de bas, je me demandais, est-ce que vous connaissez Sisyphe? Le mythe de Sisyphe? Non? OK. Bien, pas vraiment moi non plus. Sauf que ça me disait de quoi? Parce que c'était comme attaché. Ça me rappelait comme attaché à un rocher, à une montagne et tout ça. Fait que je me suis dit, Sisyphe, je pensais même que c'est une femme, là, en fait. Fait que j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé que Sisyphe était un homme, premièrement, et un homme qui avait été puni dans la mythologie grecque pour je ne sais aucune raison, je ne sais pas pourquoi. Et sa punition consistait à pousser un rocher vers le sommet d'une montagne, à redescendre. Et à chaque fois qu'il arrivait en haut de la montagne, le rocher descendait. Il devait recommencer à pousser son rocher, le rocher redescendait. Donc, il était comme ad vitam aeternam, condamné à pousser son rocher qui retombe. C'est un peu intense comme parallèle pour parler du PESOC, mais des fois, on a un peu l'impression qu'on pousse un rocher sur une montagne vers le haut. Des fois, on arrive proche du sommet, des fois, on redescend, on déboule, puis on repart. Mais nous, contrairement à Sisyphe, on n'est pas tout seul à monter notre rocher. On est une gang. Puis un rocher, c'est pas mal plus facile à grimper sur le haut d'un sommet quand on est plusieurs à pousser dessus. Fait que, et là, bon, c'est sûr aussi, je fais le parallèle, on est une gang d'alpinistes, dans le fond, si on regarde ça comme ça, qui poussons ensemble un rocher. Fait que comme les alpinistes chevronnés le disent souvent, quand on s'attaque à une montagne, c'est bon parfois de regarder en arrière parce qu'on se rend compte qu'on a parcouru du chemin. Puis que le chemin qu'on a parcouru, bien, c'est un bon chemin. On a travaillé, on a réussi, on a des gains. Donc, ça nous motive aussi à continuer à grimper la montagne. C'est que, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, j'espère, c'est une belle histoire d'alpinisme. Au fond, c'est ça. Donc, pour notre plan de match, on va regarder l'ère pré-PESOC, qui sont les années 60 et 70. Durant les années 80, il y a un PESOC est né. Après ça, on arrive au 21e siècle. On passe des années 2000 à 2020. Et depuis 2020, qu'est le PESOC? Que fait le PESOC? Et on va conclure là-dessus. Donc, l'ère pré-PESOC. Ça se passait il y a 60 ans, c'est les années 60, 70. Et si on parle des années 60, ce sont les années yéyé. C'est les années hippies. Donc, à l'époque, on porte des pantalons à pattes d'éléphant. On chante Sainte-Adèle le PQ de Jean-Pierre Ferland. Les Beatles font des ravages. Et on marche sur la Lune pour la première fois. Mais au Québec, c'est vraiment, bien, partout d'ailleurs, mais c'est une période de changement, même qu'on pourrait dire de révolution. En France, il y a le printemps 68, mais au Québec, il y a la Révolution tranquille. Et là, l'État se modernise, prend en charge l'éducation, nationalise l'électricité et implante progressivement, on commence à implanter le système de santé publique. Du côté plus social, l'Église, qui, comme Dieu, était partout et s'occupait de tout,
les soins, la santé, la charité, etc., même notre âme, perd de son pouvoir de plus en plus et de son autorité au profit de mouvements citoyens qui commencent à émerger et à prendre de plus en plus de place dans le débat public. Parce que là, on est rendu, dans notre société québécoise, à vouloir régler la pauvreté, par exemple, autrement qu'en passant par la charité chrétienne. On veut aussi améliorer nos conditions de travail, on veut défendre nos droits et on veut se loger décemment. C'est là que commence aussi, du côté communautaire, les prémices avec la mise en place des comités de citoyens, entre autres, et des associations de locataires. Bref, ça bouge au Québec à cette époque-là. Les années 70, on est dans les années disco, avec les boules de lumière. On porte ce qu'on veut. On chante le début d'un temps nouveau de René Claude. Pink Floyd est au Forum pour son spectacle Dark Side of the Moon. Et puis, on s'émerveille devant les prouesses de la gymnaste Nadia Comaneci aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. Montréal s'ouvre à l'international. Et au Québec, ça continue de bouger pour le meilleur, mais il y a aussi du pire, dans le sens où c'est la crise d'octobre. Les mesures de guerre sont instaurées. Les droits des citoyennes et des citoyens sont suspendus, les droits civils. Mais il y a aussi, durant la même décennie, l'adoption de la Charte des droits et des libertés de la personne au Québec, la mise en place de l'Office des personnes handicapées et cela, je l'ai mis parce que j'ai trouvé ça trop savoureux. Il y a une nouvelle disposition du Code civil qui remplace la notion de puissance paternelle par celle d'autorité parentale. On avance. Fait que, du côté communautaire, il y a de l'effervescence. Il y a la mise en place des cliniques de santé, les ancêtres des CLSC. Les garderies populaires, il y a des garderies populaires. Aujourd'hui, ce sont les CPE. On met en place aussi des associations de loisirs et des groupes de défense de droits. Mais en santé et services sociaux, 1973 est une date à retenir. Est-ce que vous avez un doute? Pourquoi? Non. OK. On peut passer à l'autre. C'est le premier programme de soutien aux organismes communautaires qui est mis en place par le ministère des Affaires sociales, qui va devenir éventuellement le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et ce premier programme-là va devenir, en 1985, notre PSOC national. Donc, à l'époque, 31 organismes communautaires sont financés par ce programme-là pour un total de 1,2 million. Et il y a 3 catégories: services à la communauté, services aux femmes en difficulté et services à la jeunesse. On passe aux années 80-90. On pourrait appeler ça les années Walkman CD, peut-être. Dans ce temps-là, on porte du fluo. On aime les permanentes. On a vraiment beaucoup de cheveux permanentés, les femmes. On chante « Bye bye, mon cowboy » de Mitsu et aussi la rue principale des colocs. On assiste à la chute du mur de Berlin. Et Céline Dion, on se lance à la conquête du monde, mais non, c'est Céline Dion qui fait ça. Et là, dans les années, non, pas tout. Dans les années 80, en santé, dans le système, dans le réseau public de la santé, ça bouge. En fait, ça bouge, c'est vraiment beaucoup en réaction. Parce qu'à cette époque-là, il y a beaucoup d'insatisfaction par rapport aux budgets qui sont octroyés au réseau public.
parce que la plus grande part des budgets, les budgets sont donnés sur une base historique à l'époque, et la plupart des budgets sont donnés aux hôpitaux. Ce qui fait qu'il y a tout un pan des soins qui sont comme mis de côté et ça suscite beaucoup de réactions. Donc, à force de s'activer autant dans le réseau public que par rapport au communautaire, le gouvernement, l'État met en place une commission d'enquête sur les services de santé et les services sociaux, ce qu'on a appelé la commission Rochon. Et cette commission-là ça va être cette commission-là qui va être le point de départ qui va nous mener plus tard vers la régionalisation des services de santé et des services publics. Fait que, en 1985, la commission Rochon se met en place. Elle reçoit 800 mémoires et à peu près la moitié provient des organismes communautaires. Et ce qu'on veut, ce qu'on dénonce, entre autres, c'est le peu de considération qui est donné par le système, par le système de santé, aux déterminants de la santé en tant que tel. On est dans le curatif, justement, avec l'hospitalocentrisme. Et le fait aussi que la prévention est mise de côté. Par rapport à nous, dans le mouvement communautaire, ce qu'on reproche aussi à l'État, c'est de ne pas du tout considérer la contribution qu'on a dans le domaine de la santé et des services sociaux. Ça fait qu'on veut être reconnu, on veut avoir le financement en conséquence, ça fait qu'on veut être reconnu comme des acteurs à part entière dans le domaine de la santé et des services sociaux. La commission Rochon publie son rapport en 1988 et par rapport au communautaire, il y a 4 enjeux qui sont soulevés. La reconnaissance du rôle et de la contribution des organismes, le respect de leur autonomie, évidemment, on leur avait dit, là, mais un financement adéquat et l'importance de la collaboration avec le réseau public, mais à partir de bases équitables. Et là, à ce moment-là, on commence à parler de financement d'infrastructures et de financement de participation à des programmes liés à une population ou à un problème précis. Fait qu'on est dans la logique quand même des problèmes des populations cibles et des problématiques particulières. Par rapport au PESOC en tant que tel, à la fin des années 80, une nouvelle catégorie s'ajoute aux 3 que je vous ai mentionnés tantôt, organismes bénévoles et maintien à domicile. Puis, ce qui est important de voir aussi à cette époque-là, c'est qu'il y a vraiment des écarts de financement entre les organismes dans le PESOC. Fait que, comme on peut voir en 87, 30% des organismes qui sont les mieux financés vont chercher 70% du budget total. Fait que ça cause des problèmes. Suivent après la commission Rochon des orientations gouvernementales, avant-projet de loi, livre blanc, tournée ministérielle, etc. Et là, en 91, la loi 120 est adoptée par l'État à l'époque. Donc, la loi 120, c'est la loi sur les services de santé et les services sociaux. Et cette loi-là vient consacrer la régionalisation des services publics et aussi ça entraîne, en fait, c'est l'instauration du financement par programme clientèle et c'était ce moyen-là qui a été utilisé par le gouvernement pour briser la logique de l'octroi des budgets historiques. On parle aussi, il y a des mots que vous connaissez évidemment, qui perdurent, de continuum, tellement de la misère à dire, de services, et on parle de plans régionaux d'organisation de services qu'on appelle des PROS et d'entente de services. Mais qu'est-ce qu'elle a d'autre de mémorable, cette loi 120? C'est la première fois
dans une loi qu'on reconnaît l'existence des organismes communautaires d'une part, mais aussi leur autonomie. C'est qui n'est pas rien, là. Pour nous autres, c'était à l'époque toute qu'une victoire. Fait que là, on monte, hein, notre rocher, il monte, là, il est pas mal au sommet. Sauf qu'on a déboulé un petit peu, parce que dans la loi, il y avait quelques contradictions avec le fait que l'autonomie était reconnue. Oui, je vois des têtes qui... Entre autres, la loi donnait aussi, évidemment, le pouvoir aux régies régionales d'organiser les services de santé et des services sociaux sur chacun de leurs territoires, ce qui est bien correct, ça va avec la régionalisation. Mais ça comprenait aussi les services et les activités qui étaient offerts par les organismes communautaires, et c'était en lien aussi avec les plans régionaux, les PROS qu'on appelle. Fait qu'on s'est dit non, ça ne marchera pas, là. On ne peut pas être financé à la mission globale en échange de participation dans des programmes précis. Ça ne fonctionne pas avec ce qu'on envisage comme financement de la mission globale, ça ne fonctionne pas avec nos spécificités. Fait qu'on a sorti nos piolets, on a sorti nos crampons, on s'est agrippé à la montagne, on a commencé à monter et on a fait, vraiment, on s'est activé pour faire savoir que non, on n'embarquait pas dans ce type de processus. Donc, en 1994, c'est le transfert du PSOC vers les régions. Et en 1995, on s'est assez activé que le ministère de la Santé et des Services sociaux nous propose de participer avec lui à l'élaboration des premières balises nationales du PSOC pour encadrer notamment la régionalisation, le transfert du PSOC vers les régions, mais aussi pour régler les inéquités qui existaient, de financement qui existaient dans le programme. Donc, on a dit oui, évidemment. Et en 1996, oui, c'est ça. Oui, juste j'oubliais, là. Quand les premiers travaux, ces travaux-là, ça, c'est les travaux de consolidation et de valorisation de l'action communautaire. C'est la fois qu'on a rencontré le ministre Rochon. Et il y avait des représentantes et représentants de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires, la TRPOCB, et il y avait aussi des représentantes et représentants de la CETROC. Mais il faut dire que la CETROC n'était pas tout à fait une CETROC à l'époque. On était un petit peu... On commençait à s'organiser, mettons. Ça fait que c'est ça, ça fait que c'est nous qui avons négocié avec le ministère. Et en 1985, suite aux premiers travaux, on a consulté dans toutes les régions du Québec. C'était la première fois qu'on faisait une tournée régionale pour aller demander au groupe, à vous autres, à nous autres, qu'est-ce qu'on voulait comme PSOC? C'était quoi qu'on voulait nous autres? Et là, on peut dire qu'on recommençait à grimper la montagne parce que c'est à partir de cette consultation-là qu'est née l'idée de mettre en place la typologie actuelle du PSOC, de changer les catégories. Parce que pour nous, ça venait justement briser la tendance à financer de façon qui entraînait des inéquités entre les organismes communautaires. Donc, c'est ce qu'on propose au ministère. Et en 1997, le comité à l'époque produit son rapport final. Dans son rapport final, il y a des points de convergence, notamment avec le MES, là, notamment le fait que la typologie était acceptée de part et d'autre. Par contre, et là, ça va être comme un modus operandi, je crois, qui va nous suivre. On a des points de divergence. Les points de divergence du communautaire font partie du rapport final. Et un des points de divergence, c'est évidemment quand on a commencé à parler de financement, de dire, nous, ce qu'on voulait, c'est que le MES négocie avec nous quelles seraient les balises financières pour chacune des catégories. Et le MES n'a pas voulu. Mais on a quand même accepté la brochure PSOC.
qui est apparue en 98 et qui est la première brochure du PSOC. Et juste d'un point de vue régional, pendant qu'on négociait tout ça dans les régions, ça bougeait pas mal aussi. Entre autres, le ministère avait donné un ordre aux régies régionales de l'époque de couper dans les hôpitaux. Fait que dans plusieurs régions, le financement qui a été coupé dans les hôpitaux a été réalloué à des CLSC et à des PSOC régionaux. Fait qu'on peut dire qu'à la fin des années 90, il y a eu une augmentation relativement importante du PSOC, puis ça provenait des réallocations financières. Là, je vais aller un peu plus vite pour les années 2000 à 2020. Ce sont les années numériques, on pourrait dire. On s'habille plus décontracté, on assume nos cheveux blancs. On chante Libérez-nous des libéraux de Locolagas. Une première femme est élue première ministre au Québec. Un premier homme noir est élu président des États-Unis. Et on attend impatiemment chaque sortie de film d'Harry Potter. Et là, début des années 2000, fini les coupures. Donc, que fait le ministère? Il commence à rapatrier ses pouvoirs décisionnels. Et là, il procède à une série de fusions, oui, en effet, c'est ça, mais une série de réformes des années 2000 à 2015. Donc, on parle des projets de loi 25, 28, 83, 10, qui vont complètement changer la structure actuelle, pas l'actuelle, mais de l'époque, du réseau public. Donc, on va passer des régies régionales aux agences de la santé et des services sociaux. Il va y avoir fusion des hôpitaux avec les CHSLD, les CLSC, ça va être des centres de santé et des services sociaux. Et en 2015, on finit avec la réforme Barrette, donc le projet de loi 10, par une méga fusion des agences avec des CSSS. Donc, on devient, le système public passe de 182 établissements à 34 CCCIUS. Fait que ça le produit des méga-fusions. Et ça vient aussi avec davantage de pouvoir qui est octroyé au ministre. Par exemple, c'est lui maintenant qui nomme les PDG des CIS et des CIUS et les membres des conseils d'administration. Et ça vient aussi avec la perte d'espace démocratique. On ne parle plus, tu sais, à l'époque, la réforme était basée vraiment sur une participation citoyenne, tu sais, qu'on donne de la place à la population pour qu'elle puisse avoir de l'influence par rapport aux orientations en santé et services sociaux. Mais plus avec les réformes, il y a de moins en moins de place pour la population. Mais par contre, sur un autre plan, ça recommence à bouger au Québec. C'est les étudiants et étudiantes qui manifestent contre la hausse des frais de scolarité. On parle du printemps érable, des carrés rouges. La marche des femmes se met en place à partir de 2000. Nous, dans le communautaire, on est aussi assez actifs. On va y revenir tantôt, mais tu sais, on se mobilise pour dire non à la Convention. C'est toute qu'une mobilisation. On se mobilise aussi, mais ça, on le fait toujours, mais c'est quand même plus, peut-être important à l'époque. On s'est mobilisé pour obtenir du financement supplémentaire avec la campagne « Je soutiens le communautaire ». Puis par la suite, après la campagne « Je soutiens le communautaire », on s'est engagé dans « Engagez-vous pour le communautaire ». Bref, on est dans une période de mobilisation. Je vais aller rapidement, juste pour vous dire aussi, dans le portrait des années 2000, ce qui est quand même super important, c'est que, et c'est après des mobilisations, évidemment, qu'on a obtenu ça, le gouvernement, en 2001, adopte une politique gouvernementale sur l'action communautaire. En 2002-2004, je l'ai mis là parce que
En tout cas, ça, en lien avec la politique gouvernementale, il y a des transferts de secteurs d'organismes qui se font parce que, à cause des ports d'attache, avec la politique gouvernementale, il était comme convenu que les ministères, les organismes seraient rattachés à un seul port d'attache. Ce qui fait qu'il y a eu des transferts, mettons, je ne sais pas, ma famille qui étaient en santé et services sociaux, qui ont transféré au ministère de la Famille. Et ça a suscité, ça n'a pas été une période facile pour plein d'organismes communautaires et plein de régions aussi. C'est assez déchirant d'être dans ce contexte-là. En 2004, le gouvernement adopte le cadre de référence en matière d'ACA et le plan d'action gouvernemental. Et 18 ans plus tard, on a un PAGAC. Un PAGAC que beaucoup de secteurs sont contents parce qu'ils ont fait des gains. C'est sûr que nous, en santé et services sociaux, on s'attendait à plus que ça. Fait qu'on est un peu déçus, mais bon, on verra pour la suite des choses. On avait prévu plus, mettons. Et pendant ce temps, en santé et services sociaux, en 2000, il y a 2800 organismes de financés, 232,2 millions dans l'enveloppe. Et puis, il y a 6 catégories, là, celles qui étaient issues de la tournée régionale de 96. OK, là, on peut y aller. Là, mettons que j'ai trouvé un fil conducteur en faisant mon... la CETRAC, depuis la fin des années 2000, a été en mobilisation pour le rehaussement du financement de la mission. On avait produit un rapport d'enquête sur le financement de la mission. On a fait plein d'actions pour démontrer au ministère qu'on voulait plus de financement dans le PSOC. Et là, le gouvernement nous répond, « OK, c'est bon, mais avant de vous financer, avant de regarder le financement, on veut travailler avec vous. » Parce que le ministère, en 2004, voulait harmoniser la brochure PSOC avec la politique gouvernementale. Fait qu'on dit, mais on avait une promesse comme quoi, après que les travaux seraient faits, on travaillerait sur le financement. Fait qu'on a dit, OK, c'est le beau risque, on le prend. On travaille donc sur un cadre de référence qui comprenait les 3 modes de financement qui sont les activités spécifiques, projets ponctuels et financement de la mission globale. On travaille aussi sur la reddition de comptes, la brochure turquoise là, dont vous devez vous souvenir, j'imagine. Et les travaux finissent par achever. Ah oui, c'est ça. Fait qu'on travaille sur un cadre de référence. Le document est produit et tout, la réduction de compte. Et là, on amorce des travaux sur le financement et c'est là qu'on commence à s'obstiner et ça ne fonctionne plus. Donc, à cause des enjeux dans la façon que le ministère percevait le financement de la mission globale, on a refusé d'adhérer au cadre de référence sur les 3 modes de financement parce que ça aurait justement eu des impacts sur les organismes communautaires, sur le financement de la mission globale. Ça aurait dénaturé le financement de la mission globale. Donc, on a refusé le cadre, on a accepté la reddition de compte et la reddition de compte a été publiée. Le cadre de référence a été tabletté et les travaux se sont terminés. En 2009, le vérificateur général du Québec publie un rapport. Le vérificateur avait vérifié juste 33 organismes, puis ses conclusions, basées sur 33 organismes, étaient nettement insatisfaisantes à nos yeux. Et surtout, en plus, en fait, que son rapport dénotait vraiment comme une incompréhension par rapport aux spécificités des organismes communautaires et du fait que ces spécificités étaient associées à un financement qui était concordant avec ces spécificités. Donc, le MES produit... le MES tout seul de son côté, en fait, c'est ça, tout seul de son côté, en réponse au rapport du vérificateur général, produit un projet de convention
qui veut voir appliquer à partir de 2011. Et nous, on dit non, non à la Convention. On n'avait pas cette Convention-là. Elle ne respecte absolument pas qui on est, ce qu'on fait, le financement qu'on veut. Donc, on part une campagne et il y a 1800 conseils d'administration d'organismes communautaires autonomes qui signent non à la Convention. Et le MES a reculé. Le MES a reculé, a entamé des négos et on a le MES a adopté la première convention triennale à partir de 2012. Et là, rebelote, en 2015, on était encore en mobilisation pour le financement avec la campagne Je soutiens. Le MES dit, ben, on va faire des travaux. Fait qu'on a fait des travaux et là, ça a chopé au moment où on a commencé à parler de financement, entre autres par rapport au seuil plancher. Donc, même chose, les travaux achoppent en 2017. Et là, on est rendu en 2019. 2019, bien là, c'est proche, fait que, tu sais, j'imagine que vous le savez et vous vous en souvenez. On a fait des travaux éclairs avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour remplacer la brochure PSOC. Et donc, effectivement, il y a eu un cadre de gestion ministérielle qui a été adopté, mais en même temps, on apprend que derrière le cadre de gestion ministérielle, il y avait déjà un cadre normatif ministériel qui avait été adopté en 2020 aussi. Fait que là, je vais raccourcir un petit peu. Attendez. OK, on va y aller avec les années 2000. Vincent dit, passe aux années 2000. En 2000, bien évidemment, les années 2020, c'est la COVID, hein, c'est les années COVID. Fait qu'on porte du mou, on se lave les mains, on fait du pain, on chante « Pourquoi faire aujourd'hui » de Lisa Leblanc, et on soupire de soulagement parce que Donald Trump n'est pas réélu président des États-Unis. Donc, en 2020, il y a 3200 organismes qui sont financés dans une enveloppe qui contient 608,6 millions d'argent, de dollars. Et il y a 7 catégories, 7 catégories parce qu'une catégorie a été scindée en deux, celle des organismes nationaux. Maintenant, c'est rendu regroupements nationaux et organismes nationaux de services. Donc, on pourrait dire que la décennie 2020 passe sur des chapeaux de roue, mesdames et messieurs. C'est ça, comme je le disais tantôt, on négocie un cadre de gestion ministérielle, on l'adopte, on y adhère en fait, puis on apprend tout à coup, une fois qu'on y a adhéré, que le Conseil du Trésor s'y est mis le nez dedans et a ajouté des éléments de son cru qui ne faisaient pas tout à fait notre affaire. Et on apprend du même coup, comme je l'ai dit tantôt, que de toute façon, il y avait déjà un cadre qui fonctionnait au ministère et que le cadre de gestion ministérielle, au fond, c'était juste destiné au public. Fait que nous avons reçu quelques versions d'un cadre normatif que le MES voudrait adopter. Le MES, juste pour faire une histoire courte, depuis 2020, mettons qu'on se croit, dans la... non, c'est pas tout de suite. Il y a tellement eu de péripéties là, depuis 2020 avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Là, vous avez vu là, toute la trame de temps là, que je vous ai illustrée tantôt. Là, ça porte sur des nombreuses années. Mais là, tout d'un coup, en 2020, là, tout se change ou tout veut changer en quelques mois, quelques années.
Fait qu'il y a eu comme beaucoup d'allers-retours. Le MES nous a proposé des travaux, puis a décidé de changer de formule, puis après ça nous propose autre chose, puis après ça nous dit non, on ne peut pas travailler là-dessus finalement, parce que le Conseil du Trésor, ce qu'il veut, lui, c'est qu'on travaille sur les 2 modes de financement. Bref, on a fait je ne sais pas combien d'allers-retours, même que le MES voulait appliquer, vous devez vous en souvenir, rétroactivement le cadre de gestion, ou bien le cadre normatif, on vient qu'on ne sait plus. Mais c'est ça, fait qu'on a dit non, là, parce que ça avait vraiment beaucoup de conséquences par rapport à votre reddition de compte, à la reddition de compte des organismes communautaires. Tout le monde aurait été pas mal dans la chenoute, je dirais. Ça fait qu'on a dit non. Et là, quand même, tu sais, quand on monte la montagne ensemble, là, ça va bien. Parce qu'on est parti à la campagne, on n'a pas signé ça. Puis en 2 semaines seulement, il y a eu plus de 1000 organismes communautaires qui ont signé la déclaration d'appui sur non, on n'a pas signé ça. Donc, je vais m'arrêter là pour le MES parce que, ce qu'on sait. Ah oui, mais non, c'est ça, je voulais vous dire. C'est ça, depuis, on se croirait dans la maison des fous. La maison qui rend fou. Mais ce que je pourrais vous dire pour le MES, pour finir, c'est qu'en date d'aujourd'hui, normalement, le MES va publier un cadre normatif et une nouvelle convention qui devrait être appliquée à partir de 2023. Et le MES avance tout seul parce que vous le savez, c'est les 2 interlocutrices nationales ne sont pas présentes à ces travaux-là. Là, je parle de la table et de la CETROC, parce que malgré toutes nos tentatives pour faire en sorte que les travaux se déroulent selon un processus qui respecte nos modes démocratiques, le MES n'a pas retenu nos demandes, nos exigences, nos conditions. Donc, les 2 interlocutrices se sont retirées des travaux. Mais on ne restera pas les bras croisés. Il y a beaucoup d'enjeux. Fait que ça va faire l'objet d'une autre étape, mettons. Fait que la conclusion, je dirais, j'ai un peu moins parlé de la montagne que j'aurais voulu. J'avais plein de... on monte, on descend, on monte, on descend. Mais comme on a pu... je pense que vous pouvez constater qu'on a quand même fait pas mal de chemin. Quand je vous ramène au début, quand les alpinistes chevronnés disent qu'il faut regarder en arrière pour voir, pour s'encourager, pour aller de l'avant. Fait qu'on a souvent remonté, déboulé. Mais chaque fois, gang de Sisyphe, alpinistes autonomes que nous sommes, on remonte, on réussit à remonter. Fait que je pense que c'est parce qu'on possède toutes les qualités. Nous, notre milieu, notre si riche milieu communautaire autonome, on possède toutes les qualités de détermination et de volonté et de force pour pouvoir monter la montagne et rendre notre rocher Pessac avec la CA là où il demeure, où il devrait demeurer. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de vous citer parce que je la trouvais tellement belle, cette citation-là, Dag, et là, je ne vais pas le dire son nom parce que j'ai un accent épouvantable, mais c'est un ancien secrétaire des Nations Unies et c'était aussi un alpiniste. Et lui, ce qu'il disait, c'est que les qualités dont, à l'époque, les gens avaient besoin, c'était celles-là, les qualités même que la montagne lui avait enseignées. Persévérance et patience, prise solide du réel, préparation prudente, mais imaginative des plans, conscience claire des dangers, mais aussi du fait que le destin est ce que nous le faisons et que l'alpiniste le plus sûr est celui qui ne doute jamais d'être capable de surmonter toutes les difficultés. Alors, merci. Merci pour votre écoute. On est parti d'une histoire
que Evelyne, tu disais très bien, là, notre roche qui monte et descend. On a envie de vous laisser en table un petit moment pour réagir à ce que vous avez entendu. Puis, on va vous le dire, on va vous le glisser, là, mais ce que Evelyne n'a pas dit, c'est que l'année 2020, 21, 22, avec le cadre normatif, là, qu'on fait l'aller-retour, là, on se sent exactement en 2012. Puis, je dis ça de même, là, on va probablement même vous proposer un non à la convention. Prise 2. Parce que ça va tellement pas bien. Fait que dans notre histoire, là, ces allées, ces montées-là, ces descentes-là, je vous le dis, puis paniquons pas, on va prendre le temps de se rendre là, mais je voulais quand même le dire parce que 2012 à aujourd'hui, 2022 et ce qui s'en vient, on a l'impression de revivre la même cassette. C'est juste que avant c'était cassette, maintenant c'est Netflix. C'est la seule grosse différence. Donc, on vous laisse réagir en buzz à la table sur la conférence de Evelyne, puis après ça on revient et on va faire les liens entre l'histoire du PSOC, hein, puis on se rappelle qu'avant le PSOC, tous les groupes étaient là et on a vu que ça a disparu. Et là, on va partir sur l'histoire de l'ACA, sur la réalité aujourd'hui. Donc, on vous donne un 7 minutes de buzz, puis après, on revient.